Comment peut-on comme ça commettre sous nos yeux un massacre d'un peuple, la destruction de son essence, de sa culture? Vous savez qu'à Gaza, vous savez sans doute comme moi, on a tout détruit. On a même bombardé les cimetières afin qu'il n'y ait plus de traces du peuple palestinien qui vivait sur place. Gaza est une ville historique. C'est une ville dont parle la Bible. Elle n'a jamais appartenu à l'État, au royaume de l'Antiquité, puisque Gaza, dans la Bible, ces gens qui prétendent que tous ces territoires appartiennent à l'Eretz Israël historique n'ont pas lu la Bible, parce que c'est pas vrai. Toute la région de Ashkelon, la région de Ashdod, même de Tel Aviv, appartenait à l'époque à un royaume qu'on appelait le royaume philistin, d'où est venu d'ailleurs le nom Palestine, nom donné par les Romains. Donc, comment faire pour arrêter ce massacre? Comment faire pour manifester notre solidarité avec ces enfants? Mon livre, d'ailleurs, est dédié aux enfants de Gaza. L'éditeur m'a dit, bon, pour éviter les tracas, si vous voulez, il m'a demandé de changer ma dédicace et de dire aux enfants du 7 octobre et de Gaza. De toute façon, ce n'est pas une mauvaise chose. Tous ces gens-là, ce sont des victimes innocentes, des tragédies épouvantables. Des tragédies comme on n'en a plus l'idée, nous tranquillement installés en Europe. Aujourd'hui, qui sait ce que l'avenir nous réserve? Et une ligne de fausses nouvelles, de déformation de l'histoire. Archéologie du sionisme. Parce que ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe en Palestine, si je devais le qualifier d'un seul mot, c'est la folie. C'est une folie criminelle. Et comme je suis psychiatre, je cherche les raisons de la folie, parce que la folie n'est pas quelque chose, une irruption sans raison. Et donc j'ai écrit d'abord ce livre qui s'appelle Archéologie du sionisme, dans lequel j'ai voulu montrer que toute l'entreprise lancée par un certain Herzl reposait sur du vide, sur sur ce que mon maître Lacan avait appelé une forclusion. Et la forclusion entraîne folie à la longue. Qu'est-ce que c'est qu'une forclusion? C'est le rejet de quelque chose de fondamental, d'une filiation, par exemple. Et le sionisme s'est construit comme un rejet du judaïsme, à tel point qu'à l'époque, toutes les autorités religieuses, qu'elles soient libérales ou orthodoxes, avaient rejeté. Malgré cela, la mayonnaise a prise et va entraîner petit à petit la création, avec la complicité de l'Occident, de l'Angleterre en premier, à créer cet État. Bon, ceci, c'est l'historique. Actuellement, l'actualité, c'est quoi? L'actualité, c'est ce massacre qui ne s'arrête pas, des enfants, des femmes, des vieux, de tout le monde. Voilà que l'hiver est là, on se demande comment vont vivre ces pauvres gens sous la pluie, dans un froid relatif, mais un froid quand même. C'est quelque chose qui est bouleversant, c'est quelque chose d'insupportable, d'intolérable. Et donc dans ce livre, si vous voulez, comme si je renouais le dialogue avec mon cher Leibovitz qui est mort en 1993. Et je lui dis, tout ce que vous aviez dit se confirme. Et en particulier, il avait dénoncé l'évolution de l'État en un État qu'il appelait judéo-fasciste, ou même il a été jusqu'à dire judéo-nazi. Et nous avons, pour témoigner, des petites vidéos qui circulent sur YouTube, par exemple, où il parle de cela, comment il y a en Israël des judéo-nazis. Sauf que ces judéo-nazis de son époque ont, depuis lors, pris le pouvoir. En fait, ceux qui dirigent Israël, bon, on parle toujours de Netanyahou, mais en vérité, derrière lui aussi, il y a
des personnages vraiment très peu ragoûtants, comme M. Itamar Ben-Gvir, un homme tellement dérangé mentalement que lorsqu'il est arrivé à l'armée pour être mobilisé à l'âge de 18 ans, eh bien l'armée israélienne l'a refusé, l'a rejeté. Et cet homme-là maintenant dirige la police, les services de sécurité israéliens. Je vous laisse deviner comment ce nasillon utilise ce pouvoir qu'il possède pour persécuter les gens, surtout bien sûr les Palestiniens. Il apporte son appui à toutes les exactions qui sont commises. Mais maintenant, cela commence. Tous les juifs qui ne suivent pas cette ligne-là sont attaqués, condamnés, vidés de leur emploi. Et puis il y a un autre qui s'appelle Smotrich, qui à mes yeux est un malade mental, dont le programme politique consiste à conquérir non seulement le Liban, mais aussi une bonne partie de la Syrie et une partie de l'Irak, une partie même de l'Arabie, dite saoudite, et même une partie de l'Égypte. Voilà quelqu'un qui dit ça à la télévision, sur Arte, la chose a circulé pas mal, et il dirige l'économie de ce pays, les ministres des Finances. Ces deux personnages ne sont pas isolés, ils sont les chefs de parti qui comportent 13 personnes à l'Assemblée, à la Knesset israélienne. 13 personnes, c'est plus que 10%, et sans leur présence au gouvernement, le gouvernement de Netanyahou tombe. Et Netanyahou serait renvoyé devant ses juges et peut-être serait-il emprisonné. Ces gens-là ont empêché, n'est-ce pas, toute discussion avec le Hamas pour la libération des otages, la libération d'autres otages qui sont des otages palestiniens, parce que des gens qui sont arrêtés, des Palestiniens qui sont arrêtés, qui ne sont même pas jugés, qu'on appelle administratifs, c'est au fond des otages. Et le but de Hamas était d'obtenir un échange de libération. Excusez-moi. Et en particulier, quelqu'un qui devrait vraiment, je souhaite vivement sa libération prochaine, je ne sais pas si on l'obtiendra, à savoir le monsieur Barghouti, qui est un des grands leaders, au fond, du mouvement palestinien et dont on a besoin pour trouver puisqu'on a assassiné la plupart des dirigeants palestiniens, la personnalité d'un Barghouti, condamné à la prison à vie. Alors que cet homme avait soutenu les accords d'Oslo, c'était un homme qui était pour la négociation et il a été tellement déçu par le fait que les autorités israéliennes n'aient pas respecté leurs paroles, qu'il va changer d'orientation et qu'il va participer à l'intifada 2. Et raison pour laquelle il va être arrêté et condamné à la prison à vie. Donc, devant ces horreurs que nous avons sous les yeux, avec la complicité presque unanime de ce qu'on appelle l'Occident, soi-disant incarnation des grandes valeurs de la démocratie, eh ben, l'Occident montre son hypocrisie dans le fait que, d'une part, il condamne les Russes qui ont envahi l'Ukraine. Là-dessus, d'ailleurs, il y aurait des choses à dire. Le fait qu'on ait traité la Russie de la façon dont on l'a traité depuis la chute du mur de Berlin. De toute façon, la Russie a commis une erreur d'envahir un pays indépendant, même si c'est un pays avec lequel il avait des liens séculaires, puisqu'au fond, la Russie est née à Kiev au Moyen Âge, n'est-ce pas? Donc, ce sont deux pays frères. Et bon, guerre entre les deux. L'invasion de l'Ukraine par la Russie est condamnée unanimement. Des sanctions très dures sont prises contre la Russie. Par contre, Israël envahit, tue, massacre, et aucune sanction n'est prise. Non seulement aucune sanction n'est prise, mais il reçoit abondamment des armes très destructrices par les Américains en premier, mais aussi par les Allemands, un petit peu par les Français, mais bon. Il faut savoir que les Américains leur livrent des bombes incroyables d'une tonne. Or, jeter une bombe d'une tonne sur Gaza, Gaza est la région du monde qui a la densité de population
la plus importante. Donc jeter une bombe, c'est vraiment, on sait, ça va créer des dizaines de morts et des destructions effroyables. Donc voilà la situation et je suis bouleversé par le sort fait à des êtres humains comme moi, qui sont les Palestiniens, avec lesquels nous avons quand même un lien particulier. C'est un peuple qu'on pourrait appeler un peuple frère pour nous les Juifs. Madame Rima Hassan a fait une chose assez amusante. Elle s'est fait faire un génotype. Et c'est la mode actuellement de se faire un génotype. On a découvert qu'elle avait plus de 30% de gènes juifs. Parce qu'au fond, une bonne partie de ces Palestiniens, ce sont les descendants des Hébreux de l'Antiquité qui ont été, au moment de la guerre avec les Romains, et qui ont été écrasés, dominés, et comme le disait cet historien israélien, Shlomo Sand, ces gens-là, il n'y a pas eu vraiment de déportation, hein. Il y a un petit peu de gens qui ont quitté la Palestine historique, Eretz Israël, comme on dit en hébreu, et ils sont restés sur place. Ils seront convertis par la suite par l'islam ou par le christianisme. Et une bonne partie des Palestiniens aujourd'hui, ce sont les descendants des Hébreux de l'Antiquité. Alors, nous avons des liens très très étroits entre juifs et musulmans. Il y a d'ailleurs un historien, j'ai écrit un livre qui s'appelle Ismaël et Isaac, qui étaient deux frères qui ne se détestaient pas du tout, contrairement à ce qu'on raconte. C'est peut-être les deux seuls frères dans la Bible qui avaient de bonnes relations. Ils ont grandi ensemble et quand leur père, Abraham, a décliné, qu'il était sur le point de mourir, ils l'ont veillé ensemble et ils étaient ensemble au moment de ses funérailles et ils ont vécu ensemble dans un endroit que la Bible appelle Hayaroé, le vivant qui me voit, une oasis quelque part dans le désert du Negev. Sous nos yeux, un massacre d'un peuple, la destruction son essence, de sa culture. Vous savez qu'à Gaza, vous savez sans doute comme moi, on bombarde, on a tout détruit.